arrivons au grand 3, la notion de contexte dans l'énonciation. Définition. C'est quoi le contexte? Le contexte, c'est l'ensemble des conditions ou des circonstances naturelles, socio-culturelles, socio-économiques et socio-politiques dans lesquelles se produit un événement, une action ou un énoncé. C'est l'environnement ambiant, c'est-à-dire les réalités vécues, les réalités existentielles, les réalités factuelles, situationnelles et même émotionnelles qui conditionnent un acte de parole. Le contexte conditionne notre vie, notre comportement, nos actions et réactions, ainsi que nos relations avec autrui. Tout est contexte dans la vie. L'énonciation est contextuelle. Notez bien, il s'agit ici du contexte extra-énoncé, c'est-à-dire le contexte qui regroupe les informations extérieures à l'énoncé, et non du contexte intra-énoncé, c'est-à-dire le contexte qui concerne l'environnement immédiat d'une unité linguistique. Comme nous l'avons dit, le contexte, c'est l'ensemble des événements, l'ensemble des réalités qui prévalent à un moment. Et dans notre ouvrage, nous développons les types de contextes, mais ici, dans le cadre de cette conférence, nous allons expliquer brièvement de quoi il s'agit. Nous n'allons pas rentrer dans les types de contextes. Il faut comprendre que tout est contexte dans la vie, parce que si nous sommes dans un contexte de vie chère, mes dépenses vont, je vais faire mes dépenses en fonction de mes moyens, parce que le contexte me l'impose. Cette réalité s'applique également dans l'énonciation. Pourquoi? Parce que un énonciateur qui est en colère, son texte sera influencé par sa colère d'une manière ou d'une autre. Une situation sociopolitique qui prévaut dans un pays fait naître, influence celui qui parle. Donc, l'énonciation est contextuelle. Pourquoi? Parce qu'elle naît du contexte. Elle naît du contexte et elle est influencée par ce contexte. Disons plutôt que c'est le contexte qui donne naissance à l'énonciation et c'est le résultat de cette énonciation que nous appelons texte. Et ici, nous avons parlé, à noter bien, de contexte extra-énoncé, c'est-à-dire des éléments qui sont extérieurs au texte. Nous ne sommes pas encore dans le contexte, c'est-à-dire dans l'environnement, nous ne sommes pas encore à l'intérieur du texte, nous sommes encore en train de les circonstances qui ont donné naissance à un texte. Dans le cadre de la traduction, vous avez par exemple des manuels d'utilisateurs. Lorsque le client vous confie un manuel d'utilisateur, vous savez que là, il s'agit ici d'un mixeur transportable, peut-être que je dois traduire. Là, le contexte est déjà défini. Et si peut-être nous avons affaire aux soins de santé, ou la consultation des malades ou bien des examens, nous avons déjà le contexte. Et ce contexte nous permet de savoir que nous allons utiliser tel ou tel procédé d'écriture. Donc, tout est contextuel. C'est pourquoi nous disons que l'énonciation est aussi contextuelle. Et il faut comprendre que la traduction est une activité linguistique qui tient compte de une activité linguistique qui se fait en contexte. Donc, si vous traduisez hors contexte, vous n'avez pas réussi. Et on ne devrait pas vous demander, par exemple, de traduire, on vous donne une phrase et puis on vous demande de traduire. Demandez toujours, c'est dans quel contexte. Donc, votre voisin ne devrait pas vous dire, traduisez-moi ceci, traduisez-moi telle phrase. Demandez-lui, bon, dans quel contexte? Ou alors, traduisez-moi tel mot. Demandez-lui dans quel contexte, parce que l'énonciation est contextuelle et le sens également est contextuel. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre ici. Nous arrivons au petit 2, le contexte et le texte. J'espère que jusqu'à présent, on me comprend. Est-ce que vous me comprenez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est bien. OK. Le contexte et le texte. OK. Le contexte et le texte. Le contexte ayant été défini ci-dessus, il est important de clarifier les termes énonciation et texte pour déterminer le lien entre le contexte et le texte. C'est quoi l'énonciation? L'énonciation, c'est la matérialisation, c'est la manifestation, matérialisation de la pensée, c'est-à-dire la production des textes ou des discours. Alors, pourquoi nous disons manifestation, matérialisation de la pensée?
Parce que la pensée, c'est, lorsque vous rentrez un peu dans la psychomécanique de Gustave Guillaume, il parle de la dissibilité mentale, c'est-à-dire la capacité de l'esprit humain à recevoir le langage. Après la dissibilité mentale, il parle de la visibilité mentale qui est la capacité de l'être humain à recevoir le langage. Après cette visibilité mentale, il parle de la dissibilité mentale. La dissibilité mentale, c'est la capacité pour l'être humain de formuler des pensées. Alors, l'énonciation, c'est donc cette formulation des pensées. Donc, l'énonciation, c'est la traduction des pensées. Les pensées, ce sont des idées que nous avons et que nous matérialisons. C'est pourquoi nous parlons de manifestation, matérialisation de la pensée. Et nous voyons qu'avec Étienne Dassy, dans son ouvrage du procès du contexte, à une aperception de la grammaire française contemporaine en francophonie, Étienne Dassy dit « La production textuelle, c'est la conversion du pensé. » Le pensé, c'est-à-dire ce qu'on pense, du conçu intellectuellement, du perçu, du senti, de l'éprouver, de l'intérioriser en un produit fini appelé texte. C'est le passage de l'abstrait au concret. Le texte oral ou écrit, l'abstrait, c'est l'intérioriser, le concret, c'est l'extérioriser. Cette opération de conversion consacre l'existence et la vie de la langue. C'est le phénomène d'encodage ou de mise en texte oral ou écrit. Et nous disons que le texte, c'est l'énoncé, c'est-à-dire le matériau résultant de l'énonciation, le support écrit ou oral issu de l'énonciation. Quel est donc le lien entre le texte, entre le contexte et le texte? Le contexte donne naissance au texte, le contexte précède le texte, le sens du texte est conditionné par l'énonciateur sous l'influence du contexte. En d'autres termes, le sens est une donnée qui se saisit en tenant compte du cofonctionnement des unités linguistiques qui forment le texte. Lorsque nous analysons la déclaration d'Étienne Dassy, on s'aperçoit qu'il s'inscrit dans la même logique que Gustave Guillaume qui parle de dissibilité mentale, c'est-à-dire la capacité de l'être humain à former des idées. Et cette dissibilité mentale chez Gustave Guillaume mute encore en dissibilité scripturale, c'est-à-dire dissibilité scripturale ou dissibilité orale, c'est-à-dire la production des discours scripturales, des discours écrits, oraux, des discours parlés. Alors, ces discours, c'est quoi? Ce sont les pensées que nous sommes en train de déterminer. C'est notre pensée qui circule. Alors, lorsqu'on analyse le discours, ce n'est pas pour le traducteur. Le traducteur n'est pas là pour traduire les mots. Le traducteur devrait comprendre que l'énonciation a donné naissance à un texte. Et ce texte-là, qu'est-ce qui se lit dans ce texte? C'est la pensée qui se dégage dans le texte. Donc, le texte, c'est la manifestation de la pensée. Et c'est cette pensée-là qu'on va traduire. Voilà pourquoi nous disons que le sens d'un texte est conditionné par le contexte sous l'influence de l'énonciateur. Le sens d'un texte est conditionné par l'énonciateur sous l'influence du contexte. Donc, nous avons le contexte comme point de départ qui influence l'énonciateur et puis l'énonciateur produit son texte selon sa subjectivité. Alors, petit 3, nous avons la morphosyntaxe raisonnée et la traduction raisonnée. Les choses commencent à être intéressantes. Il est fascinant de comprendre que la morphosyntaxe, c'est la morphologie, c'est-à-dire la forme plus la syntaxe, c'est-à-dire la structure, l'ordonnancement des unités linguistiques. C'est quoi la morphosyntaxe raisonnée? La morphosyntaxe raisonnée, c'est une méthode d'analyse du discours qui consiste à décoder le sens en interrogeant le génotexte. Le génotexte, comme nous l'avons dit à l'entame, c'est le potentiel ou l'univers sémantique du texte. Selon la terminologie de Gréma, dans sémantique structurale, il parle de univers sémantique du texte, c'est-à-dire le champ de signifiance, le champ de signification du texte. Alors, le principe définitoire de la morphosyntaxe raisonnée, selon notre approche, c'est quoi? C'est que le principe définitoire de la morphosyntaxe raisonnée, préconisé dans l'approche sémantico-morphosémantique de la traduction, l'idée commande la forme. Alors, les points essentiels, c'est quoi? Nous devons avoir une traduction incarnée, c'est-à-dire raisonnée, idéale et contextuelle. C'est quoi cette traduction? C'est cette traduction-là qui tient compte de la plénitude du contenu en osmose avec l'intention communicationnelle. Cette plénitude du contenu doit primer sur la forme du texte source. Et aussi, il y a la pureté générale du langage qui doit être conservée. La pureté générale du langage, c'est
le fait qu'il faut comprendre que le langage est flexible. Donc, la flexibilité de la morphosyntaxe validée par le style, c'est-à-dire le bon et le bel usage, sont prioritaires. Il faut penser ici à la 5e recommandation d'Étienne Dolet dans son ouvrage de la manière de bien traduire d'une langue à une autre. Ici, nous paraphrasons, où il demande de choisir et de bien organiser les mots pour soigner le style. Ainsi, le style fait remarquer et retenir le message. François Couture, dans son ouvrage Texte à pile, fluidifier votre style d'écriture et celui de l'IA, il dit, il ne suffit pas d'énoncer les informations, encore faut-il les rendre mémorables par d'habiles procédés de style. Nous allons revenir sur notre principe définitoire, le principe définitoire de la morphosyntaxe raisonnée. Alors, quand nous disons approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction, il faut comprendre que sémantico-morphosyntaxique, c'est sens plus forme. Donc, c'est l'idée qui commande la forme. Parce que si nous disons c'est la forme qui commande l'idée, alors on produit les traductions structurelles selon le principe de l'équivalence de la correspondance formelle, qui n'est pas une technique de traduction. Pourquoi? Parce qu'en traduction, c'est le message qui prime. Et pour qu'on comprenne et pour qu'on arrive à bien formuler le message, il faut comprendre que le message ou alors l'idée, la pensée oriente la forme, la pensée commande la forme. Ça veut dire que lorsque je lis le texte source, je ne suis pas obligé de retenir sa structure parce que sa structure, elle lui est particulière. C'est une structure qui est spécifique à cette langue-là. Je devrais plutôt récolter le message, d'où l'appellation approche sémantico-morphosyntaxique, c'est-à-dire que l'idée commande la forme, l'idée dicte la forme, l'idée oriente la forme. Et les principes essentiels, ou alors les points essentiels, c'est qu'il faut comprendre que la traduction, elle est contextuelle. Elle est contextuelle et il faut préserver la pureté géniale du langage, c'est-à-dire avoir un style, respecter le bon et le bel usage. Le bon usage, c'est le respect, c'est-à-dire la grammaire normative, le respect des règles de grammaire, des procédés d'écriture, et le bel usage, c'est un style captivant. Un style captivant. Imaginez, ce que vous devez comprendre ici, c'est que le client qui investit dans la traduction veut les résultats. Et pour avoir les résultats, il faut qu'il arrive à convaincre l'auditoire. Et pour convaincre l'auditoire, il faut un style qui est soigné. Voilà pourquoi nous disons, même comme la morphosyntaxe est flexible, qu'il y a plusieurs formulations qui existent, il faut trouver la bonne formulation. Alors, les deux principes essentiels, c'est quoi? Retenir, récolter d'abord l'idée du texte en tenant compte des circonstances dans lesquelles cet énoncé a été fait. Une fois l'idée récoltée, pouvoir transformer cela en une bonne traduction. Nous avons fait jusqu'ici beaucoup de théories. Allons à la pratique. Nous avons ici en petit 4 les traductions incarnées ou raisonnées, contextuelles selon l'approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction. Exemple 1, the cat is on the table. Dans cet exemple, vous voyez, nous avons le premier contexte. Si nous parlons du chat comme maître des lieux, on dira le chat trône sur la table, c'est-à-dire que le chat, il a fini, il a éliminé toutes les souris de la maison, maintenant il trône sur la table, il est à l'aise là. Si c'est un contexte où le chat piège les souris, on dira le chat est à l'affût sur la table. Si le chat est en train de se reposer sur la table, on dira le chat dort sur la table. Donc on ne peut pas commencer par dire the cat is on the table, on dit le chat est sur la table. C'est une traduction littérale qui ne donne pas l'intention. C'est pourquoi nous avons parlé de intention communicationnelle, message en osmose avec l'intention communicationnelle. Exemple 2, I am going home. Contexte 1, si c'est un immigré dont Donald Trump vient de mettre fin à son statut d'immigré, un immigré africain, alors l'immigré, si c'est lui qui dit I am going home, il faut comprendre qu'il dit je rentre au bercail, c'est-à-dire je rentre au pays. Si c'est une jeune fille qui vit en concubinage avec son mari, avec son amant, qui vient de la molester, alors I am going home signifie je rentre chez mes parents. Si c'est la fille qui dit I am going home, cela signifie qu'elle dit je rentre chez mes parents. Si c'est un fonctionnaire qui ferme son bureau avant la fin de la journée, en plein 14 heures, et qui s'adresse à son collègue, on dira I am going home signifie je rentre déjà. Troisième exemple, can you pull up the file? Nous avons également 3 contextes dans cet exemple. Le premier contexte, c'est nous sommes dans un secrétariat informatique.
Alors, quand on vous pose cette question, ça veut dire, peux-tu ouvrir le fichier? S'il s'agit des archives physiques, on dira, peut-être je suis dans un bureau, je me présente dans un bureau et je demande, can you pull up the file? Ça veut dire, peux-tu sortir le fichier ou le dossier? Si c'est une base de données de l'université où on demande, on va avoir les informations de l'étudiant, l'exemple signifie, peux-tu afficher la page de cet étudiant? Et donc, cela revient à ce que nous avons dit au départ, que on ne peut pas commencer directement à traduire. Lorsqu'on a un texte, il faut toujours se poser la question, excusez-moi, il faut toujours se poser la question, où suis-je? D'où vient ce texte? D'où vient ce texte? Qui parle dans ce texte? Donc là, nous rentrons un peu dans les principes d'énonciation d'Émile Benveniste. Qui parle? Il s'agit de quoi? Et non commencer à traduire. Parce que dans l'exemple 3, can you pull up the file? Si vous commencez tout simplement à dire, pouvez-vous ouvrir le fichier, alors qu'il s'agit alors qu'on est en train de demander si vous pouvez sortir le fichier, ce n'est pas la même chose. Vous n'avez pas traduit l'intention. Vous avez traduit le message, mais vous n'avez pas traduit l'intention. C'est pourquoi il faut faire attention. Ceux qui s'aventurent parce qu'ils sont bilingues dans la traduction, alors ils font beaucoup d'erreurs. Ce n'est pas parce qu'on parle de langue qu'on connaît. Il faut comprendre qu'en traduction, on traduit le message et l'intention communicationnelle. L'intention communicationnelle se dégage, s'obtient en contexte. C'est en fonction de ce qu'on veut dire. Donc, je pourrais dire la portée illocutoire, c'est-à-dire si nous rentrons dans la théorie des actes de langage de Austin, je pourrais parler de la portée illocutoire du message en contexte, bien entendu. Parce qu'un message hors contexte ne signifie rien du tout. Donc, il faut être capable de comprendre le message et de s'assurer que ce message s'accorde avec ce qu'on veut dire. Donc, en d'autres termes, on traduit ce qu'on veut dire. Parce que dans ce qu'on veut dire, on retrouve le message. On ne se précipite pas à traduire ce qui est écrit. On traduit ce qu'on veut dire dans ce qui est écrit. Parce que c'est une mesure, c'est une précaution qu'on prend. Parce que si on va toujours traduire ce qui est écrit, on va faire fausse route devant des constructions, devant des tournures topologiques, c'est-à-dire des constructions idiomatiques. Voilà pourquoi il faut toujours poser la question, qu'est-ce qu'il veut dire par ce message? Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, à travers ces exemples, vous avez compris, nous arrivons toujours avec au niveau 4, au petit 4, tradition incarnée, contextuelle selon l'approche sémantique, comme vous enseigne la traduction, suite. Exemple 4, can you back it up? Si nous sommes dans un contexte de données informatiques, can you back it up veut dire, peux-tu sauvegarder le fichier? S'il s'agit d'un contexte de manœuvre de conduite, on dira, peux-tu reculer? Ou alors, peux-tu procéder, peux-tu faire la marche arrière? Si c'est une affirmation dans le cadre d'une conversation comme ça, on dira, peux-tu appuyer peux-tu appuyer cela avec des preuves? Cinquième exemple, he left. Contexte 1, si c'est un voyage, un ami qui venait d'arriver et qui devrait repartir, qui devrait reprendre son vol, et lorsqu'un voisin vient le chercher ou bien une connaissance vient le chercher, on dira, si on dit he has left, ça veut dire il a déjà pris son vol. Si c'est la police qui est à la recherche d'un suspect, la police encercle la maison et se rend compte que le suspect n'est plus là, la police dira, il a pris la fuite. Donc, he has left en ce sens signifie, il a pris la fuite. Si c'est un étranger qui cherche votre voisin, alors que votre voisin est déjà sorti pour le boulot, et quand vous répondez à votre voisin, quand vous répondez à cet étranger, vous lui direz, il est déjà sorti, c'est-à-dire, he has left, dans ce contexte, signifie, il est déjà sorti. Sixième exemple, please turn it off. Si c'est un appareil électronique, on dira, veuillez éteindre l'appareil. Si c'est par exemple dans l'électroménager, par exemple un réfrigérateur, un frigo, on dira, veuillez débrancher le frigo. Si c'est la canalisation d'eau, on dira, veuillez couper l'eau. Donc, ces exemples nous montrent que il ne faut pas se précipiter à traduire. Il ne faut pas commencer, lorsqu'on a un texte, on se met directement à traduire. Il est vrai que les domaines dans lesquels nous travaillons, le client peut nous donner un texte relevant de la médecine,
relevant de la cardiologie, de l'aéronautique, ainsi de suite. Nous avons déjà le domaine, mais il faut toujours comprendre qu'il y a des sous-domaines. Se poser la question de savoir ce texte s'inscrit dans quel domaine. Parce que si nous avons, par exemple, des données informatiques, où nous avons dit « can you back it up ?» et vous vous dites que « can you back it up » signifie « peux-tu appuyer cela avec des preuves ?» La traduction est fausse. Vous me direz que j'ai donné le message, mais ce n'est pas, vous avez donné le message, mais ce n'est pas l'intention que vous avez traduit. C'est pourquoi il faut comprendre que dans notre approche, nous préconisons qu'il y ait harmonie entre le message de surface et le message en structure profonde, s'il faut faire un peu de grammaire générative. Parce que le message de surface, c'est ce qui est écrit là. Et maintenant, le message en structure profonde, c'est l'intention communicationnelle. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il faut toujours poser cette question. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est pourquoi dans notre ouvrage, nous parlons de concilier le dit et le vouloir dire. Le dit, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est écrit, comme can you back it up? Mais le vouloir dire se détermine en contexte et c'est le contexte qui nous permet donc de comprendre qu'il s'agit de l'informatique ou de toute autre chose. Petit 5, traduction structurelle ou syntaxique et traduction incarnée ou raisonnée idéale selon l'approche sémantico-morpho-syntaxique de la traduction. Les exemples précédents, dans les exemples précédents, nous avons vu qu'on avait plusieurs contextes. Ici, nous supposons qu'on a un seul contexte qui est connu par tout le monde. Nous connaissons déjà le contexte dans lequel nous traduisons. Lorsqu'on connaît le contexte, il faut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on traduit. C'est pourquoi nous parlons de traduction idéale, parce que la traduction, elle n'est pas lexicale. Quand je dis lexicale, ça veut dire elle ne porte pas sur les mots. Elle n'est pas structurelle, elle ne porte pas sur la structure. Elle est idéale, c'est-à-dire elle porte sur l'idée, parce que l'énonciation, c'est la conversion des idées en texte. Voilà pourquoi la traduction n'échappe pas aux déterminations de l'énonciation. Si nous acceptons que l'énonciation, c'est la conversion de la pensée en texte, comprenons donc que lorsqu'on traduit, ce ne sont pas les mots, mais c'est cette pensée qu'on traduit. Alors, nous examinons nos exemples ici. The lady who lives opposite my house gave me a hand. Comme traduction sur la dame qui vit en face de ma maison m'a donné une main, ce qui ne veut rien dire. Alors que la traduction idéale, l'idée qui est incarnée dans ça, c'est ma voisine m'a donné un coup de main. Ou alors ma voisine m'a aidé. C'est ça l'idée. Exemple de Martin does not like wine. Martin n'aime pas le vin. C'est une traduction structurelle. Elle n'est pas, on ne peut pas la jeter, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais ce qu'on doit retenir ici, c'est l'idée essentielle, c'est quoi? C'est l'adversion de Martin envers le vin. C'est pourquoi nous disons Martin déteste le vin. Exemple 3, this house was built by my father. Traduction structurelle, cette maison était construite par mon père. Cette traduction ne veut rien dire parce qu'elle copie la structure et elle ne signifie rien. Il faut plutôt dire, c'est mon père qui a conçu cette maison. On introduit là un présentatif. My brother who is older than I is an engineer. Mon frère qui est plus âgé que moi est ingénieur. C'est la traduction structurelle. Alors que la traduction idéale que nous devons maintenir, c'est mon frère aîné est ingénieur. Exemple 5, she said, I am tired. Elle a dit, je suis fatigué. Traduction structurelle et traduction idéale, nous disons, elle a dit qu'elle est fatiguée. Quand nous examinons ces exemples, nous apercevons que, en réalité, dans la traduction, comme nous l'avons dit, c'est l'idée qu'on traduit. Et l'idée commande la forme. Il ne faut pas tomber sous le coup de la forme. En tombant sous le coup de la forme, on se retrouve avec des traductions structurelles ou syntaxiques qui se détournent non seulement de l'intention, mais aussi de la pureté, de la pureté géniale du langage, de la langue cible. Il faut comprendre, comme nous l'avons dit, que chaque langue a sa structure, chaque langue a son génie, et lorsque je traduis, il ne faut pas sacrifier le génie au motif que j'ai traduit en suivant la forme du texte source. Ce qui m'intéresse dans le texte source, ce n'est pas trop la structure, mais c'est plutôt le fond. Voilà pourquoi dans l'approche sémantico-morpho-syntaxique de la traduction, nous parlons de l'idée qui oriente la forme, l'idée qui commande la forme. Et comme vous l'avez constaté, nous avons des traductions contextuelles que nous avons
dont nous avons donné des exemples un peu plus haut, et des traductions idéales, c'est-à-dire que lorsque nous avons donc déjà un contexte qui est clair pour tout le monde, cela ne suffit pas, il faut récolter l'idée. C'est l'idée qui va nous orienter. Et cette idée, lorsque nous l'avons déjà récoltée, nous sommes libres de l'exprimer d'une manière ou d'une autre en fonction du répertoire sémantico-stylistique du texte d'arrivée, c'est-à-dire de la langue cible. Parce que la langue cible nous présente plusieurs possibilités d'expression, mais nous allons retenir celles qui coordonnent avec le bon et le bel usage. En conclusion, nous disons que l'approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction se fonde sur la morphosyntaxe raisonnée, qui accorde la primauté au sens et non à la structure dans l'analyse du discours. Le contexte est une donnée extra-énonciative très importante dans la récolte du message, qui doit s'accorder avec l'intention communicationnelle. Nous distinguons deux types de traduction raisonnée, la traduction raisonnée contextuelle et la traduction raisonnée idéale. Il ne suffit pas de comprendre, il convient également de bien formuler le message, car traduire, c'est communiquer, c'est convaincre, c'est retenir l'attention par des mots et des tournures justes. Donc, à la fin de cette conférence, nous devons donc être capables de comprendre que lorsqu'on dit approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction, c'est une perception de la traduction qui s'appuie sur la morphosyntaxe raisonnée. Et le principe de la morphosyntaxe raisonnée, il est simple et clair. L'idée commande la forme. L'idée n'est pas là pour se soumettre à la forme. C'est la forme qui doit se soumettre à l'idée. Parce que si on s'appuie sur la forme, on va sacrifier l'autre forme parce que chaque langue a sa forme. Chacun a sa manière de se comporter. Ce qui nous intéresse, c'est la quintessence. C'est la quintessence. Et c'est, comme je peux dire, si je rentre dans l'école de Copenhague de Louis Hemslev, dans le structuralisme de Louis et Hemslev, on parle de la substance du contenu. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça que nous devons récolter. Et lorsque nous avons récolté cela, nous devons trouver la bonne manière de formuler ça. Voilà pourquoi il faut comprendre que la traduction, c'est un acte de communication qui porte sur le contenu et non le contenant. Le contenant, c'est le texte et le contenu, c'est l'idée qui se dégage de ce texte. Merci beaucoup. Et